votre grand-père vous a laissé l'intégralité de sa succession, 4,7 millions de dollars d'actifs, incluant une maison, des comptes d'investissement et une petite entreprise. Mais il y a une condition. J'ai fixé l'homme au costume coûteux, certain d'avoir des hallucinations. Je n'avais pas mangé depuis 2 jours. Je dormais dans ma voiture depuis 9 nuits. Je venais de passer la dernière heure à fouiller dans une benne à ordures derrière un restaurant, cherchant n'importe quoi de comestible qui n'était pas complètement avarié. Et maintenant, cet homme impeccable avec son porte-documents en cuir et sa cravate en soie me disait que j'avais hérité des millions d'un grand-père dont j'ignorais l'existence. Je suis désolé, ai-je dit, ma voix craquant par manque d'usage. Je pense que vous faites erreur sur la personne. Êtes-vous Nathan James Brooks, né le 15 mars, fils de David Brooks et de feu Michelle Brooks? Oui, mais alors j'ai la bonne personne. Il a souri, mais c'était un sourire professionnel, le genre qui n'atteint pas les yeux. Mon nom est Richard Hartwell. Je représente la succession de votre grand-père, James Brooks. Il est décédé il y a 3 semaines et vous a désigné comme son unique héritier. Je n'ai pas de grand-père. Enfin, j'en avais un, mais mon père disait qu'il était mort avant ma naissance. Votre père a menti, a dit Richard simplement, sans jugement, comme s'il annonçait la météo. James Brooks était bel et bien vivant jusqu'à il y a 23 jours. Il a passé les 15 dernières années de sa vie à essayer de vous retrouver. Lorsqu'il y est enfin parvenu il y a 6 mois, il a immédiatement modifié son testament. Ma tête tournait. Rien de tout cela n'avait de sens. Je me tenais sur un parking derrière un centre commercial, portant des vêtements que je n'avais pas lavés depuis plus d'1 semaine, discutant avec un avocat de millions de dollars dont j'aurais apparemment hérité. Pourquoi me laisserait-il tout? Il ne me connaissait même pas. C'est précisément pour cela qu'il vous a tout laissé. Parce qu'il voulait vous connaître, et qu'il n'en a jamais eu la chance. Richard a fait un geste vers une berline noire garée à proximité. Peut-être devrions-nous poursuivre cette conversation dans un endroit plus confortable. Vous semblez avoir besoin d'un repas et d'une douche. J'aurais dû être méfiant. J'aurais dû tout remettre en question. Mais j'avais 18 ans, j'étais sans abri, affamé et complètement à bout de ressources. Alors, je suis monté dans la voiture. C'est à ce moment-là que ma vie a changé pour toujours. Mais pour comprendre comment je me suis retrouvé sur ce parking, comment je suis passé d'un adolescent normal avec un toit sur la tête à un gamin sans abri fouillant dans les poubelles, je dois vous ramener à mon 18e anniversaire. Au jour où mon père m'a mis à la porte. Au moment où j'ai appris exactement le peu de poids que je représentais pour les personnes censées m'aimer. Mon nom est Nathan Brooks. J'avais 18 ans quand je suis devenu sans-abri, et 18 ans et 9 jours quand j'ai découvert que j'étais millionnaire. Voici l'histoire de ce qui s'est passé entre les deux, et de ce qui est venu après. J'ai grandi en croyant que je n'étais pas désiré. Pas parce que quelqu'un l'avait dit directement, du moins pas au début, mais parce que tout dans la maison de mon père indiquait clairement que je n'y avais pas ma place. Ma mère est morte quand j'avais 4 ans. Un cancer. Le genre agressif qui emporte les gens rapidement. Je me souviens à peine d'elle, juste des éclats de chaleur et de douceur, et une voix qui me faisait me sentir en sécurité. Une main me caressant les cheveux quand je n'arrivais pas à dormir. Un rire qui ressemblait à de la musique. L'odeur de son parfum quand elle m'a serré dans ses bras pour me dire au revoir le dernier matin où je l'ai vue consciente. J'ai un souvenir précis qui m'est resté toutes ces années. Elle était assise sur mon lit, me bordant, et elle a dit, « Nathan, peu importe ce qui arrive, souviens-toi que tu es aimé. Tu es désiré. Tu es exactement celui que tu es censé être. » Je me suis accroché à ces mots pendant les 14 années suivantes. Ils étaient tout ce qu'il me restait d'elle. Après sa mort, mon père s'est effondré. Il a arrêté d'aller travailler pendant 3 mois. Il a arrêté de prendre des repas réguliers. Il a arrêté de me regarder parce que j'avais ses yeux et son sourire, et me voir était comme être poignardé au cœur chaque jour. Notre maison est devenue une tombe remplie de ses photographies, de ses vêtements et du fantôme de tout ce que nous avions perdu. Puis Patricia est arrivée. C'était une collègue de mon père, quelqu'un du département des ressources humaines qui a commencé à passer avec des plats préparés et des condoléances. En 6 mois, elle passait la nuit à la maison. En 1 an, elle emménageait. En 18 mois, ils étaient mariés lors d'une petite cérémonie à la mairie. Je me souviens d'être resté à ce mariage, à l'âge de 5 ans, dans un costume de location trop grand, regardant mon père sourire à cette inconnue comme si elle était son monde entier. Comme si ma mère n'avait jamais existé.
Comme si je n'étais qu'un reste d'une vie qu'il essayait d'oublier. Patricia était tout ce que ma mère n'était apparemment pas, froide là où ma mère avait été chaleureuse, calculatrice là où ma mère avait été gentille. Elle est arrivée avec un fils d'un précédent mariage, Tyler, qui avait 7 ans et qui a pris une aversion immédiate pour tout ce qui concernait mon existence. La transformation a été graduelle au début. De petites choses. Ma place à la table du dîner est passée de à côté de mon père au bout de la table, le plus loin possible des autres. Ma chambre a été réattribuée à Tyler parce qu'elle était plus grande, et j'ai été déplacé dans la plus petite pièce de la maison, à peine plus grande qu'un placard. Mes jouets ont commencé à disparaître, donnés à Tyler ou jetés sans explication. Mon père a changé après avoir épousé Patricia. L'homme dont je me souvenais avant la mort de ma mère, celui qui me portait sur ses épaules et me lisait des histoires avant de dormir, a complètement disparu. À sa place se trouvait quelqu'un de distant. Quelqu'un qui me regardait comme si j'étais le rappel de quelque chose qu'il voulait oublier. Quelqu'un qui avait choisi sa nouvelle famille au détriment de la première. Patricia a fait comprendre dès le début que j'étais toléré, pas le bienvenu. Elle ne m'a jamais frappé, n'a jamais rien fait qui puisse être qualifié de maltraitance au sens légal du terme. Mais elle avait 1000 petites façons de me faire sentir invisible. Elle dressait la table pour 3 et faisait semblant d'être surprise quand je m'asseyais. Elle achetait des vêtements neufs à Tyler et me donnait ses vieux habits usés. Elle planifiait des vacances en famille et oubliait de me réserver une place dans l'avion. Désolé, Nathan, disait-elle avec ce mince sourire qu'elle avait perfectionné. Je n'y ai juste pas pensé. Elle disait souvent cela. Je n'y ai juste pas pensé. Comme si j'étais si insignifiant que mon existence lui échappait tout simplement. Tyler a appris de sa mère. Il cassait mes affaires et me rejetait la faute. Il mangeait la nourriture que j'avais gardée dans le réfrigérateur. Il disait aux enfants à l'école que j'étais bizarre, que ma mère s'était suicidée pour s'éloigner de moi, que personne dans ma famille ne voulait de moi. J'ai appris à me faire petit, à rester dans ma chambre, à avoir besoin d'aussi peu de choses que possible. J'ai appris que demander quoi que ce soit était une invitation au rejet, que s'attendre à de la gentillesse était se préparer à la déception. Mon père regardait tout cela et ne faisait rien. C'était la partie qui faisait le plus mal. Pas la froideur de Patricia ou la cruauté de Tyler, mais le silence de mon père, son refus total de me protéger, de prendre ma défense, de reconnaître que j'étais son fils et que je méritais mieux. J'avais l'habitude de penser que c'était ma faute, qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas chez moi, quelque chose qui me rendait peu aimable. J'ai passé des années à essayer de comprendre ce que j'avais fait de mal, comment je pouvais me corriger, comment je pouvais devenir quelqu'un dont on se soucie. Ce n'est qu'en grandissant que j'ai compris la vérité, il n'y avait rien de mal en moi. C'est chez eux qu'il y avait un problème. L'école était mon refuge. Je me suis jeté à corps perdu dans mes études, non pas parce que j'aimais apprendre, mais parce que c'était une échappatoire. De bonnes notes signifiaient des professeurs qui me louaient, qui me voyaient, qui me traitaient comme si j'avais de l'importance. De bonnes notes signifiaient un avenir qui n'incluait pas la maison de mon père. J'ai commencé à travailler à temps partiel dès 15 ans, économisant chaque centime possible. Je savais que je devrais partir dès que je le pourrais légalement, et je savais que personne n'allait m'aider à le faire. J'ai emballé des provisions, tondu des pelouses, fait la vaisselle dans un restaurant. Je cachais l'argent dans une boîte sous mon lit, le comptant chaque soir comme une promesse faite à moi-même. À l'approche de mon 18e anniversaire, j'avais économisé près de 3000 $. Assez pour un dépôt de garantie pour un appartement bon marché, peut-être le premier mois de loyer, assez pour survivre jusqu'à ce que je puisse décider de mes prochaines étapes. J'avais un plan, obtenir mon diplôme d'études secondaires en mai, trouver un emploi, prendre mon propre logement, commencer à construire une vie qui n'avait rien à voir avec mon père, Patricia ou Tyler. Commencer à devenir quelqu'un de nouveau. Mais mon père avait d'autres projets. Mon 18e anniversaire tombait un mardi. Je ne m'attendais pas à une fête. Je ne m'attendais pas à des cadeaux, à un gâteau ou à l'une de ces choses que les familles normales faisaient pour les anniversaires. J'avais arrêté d'attendre ces choses-là il y a des années. Je voulais juste passer la journée, aller à l'école, rentrer à la maison et compter les semaines jusqu'à la remise des diplômes. Quand je suis descendu ce matin-là, mon père était assis à la table de la cuisine avec Patricia et Tyler. Ils me regardaient tous avec des expressions que je n'arrivais pas tout à fait à déchiffrer, quelque chose entre la satisfaction et l'anticipation, comme s'ils attendaient ce moment depuis longtemps. « Nathan, » a dit mon père, « assieds-toi. » Je me suis assis. Mon estomac se nouait déjà d'angoisse.
Rien de bon ne sortait jamais des réunions de famille dans cette maison. Tu as 18 ans aujourd'hui, a poursuivi mon père. Légalement un adulte. Oui. Ce qui signifie que nous ne sommes plus légalement responsables de toi. Les mots sont tombés comme un coup de poing. Je savais ce qui allait arriver avant même qu'ils ne le disent. Il est temps pour toi de partir. Patricia a souri. Ce sourire mince et satisfait que j'avais vu 1000 fois. Nous en avons discuté longuement, et nous estimons que c'est la meilleure décision pour tout le monde. Vous me mettez à la porte le jour de mon anniversaire? Nous te donnons ton indépendance, a dit mon père, comme s'il me faisait une faveur. Tu dis toujours que tu as hâte d'être autonome. Eh bien, maintenant tu peux l'être. Il me reste 3 mois avant la remise des diplômes. Je suis encore au lycée. Tu peux finir le lycée d'où que tu atterrisses. Ce n'est plus notre problème. J'ai regardé Tyler, qui rayonnait pratiquement de satisfaction. C'était probablement le plus beau cadeau d'anniversaire qu'il ait jamais reçu. Où suis-je censé aller? C'est à toi de trouver. Mon père s'est levé, signalant que la conversation était terminée. Nous avons emballé tes affaires. Elles sont dans des sacs poubelles près de la porte d'entrée. Je te suggère de les prendre et de partir. Des sacs poubelles? Nous n'avons pas vu l'intérêt de gaspiller de bonnes valises. Je suis resté assis là pendant un long moment, essayant de digérer ce qui se passait. 18 ans à ne pas être désiré, et c'était enfin officiel. Ils me jetaient comme une ordure, jusqu'aux sacs poubelles dans lesquels ils avaient emballé mes affaires. Et mon argent, ai-je demandé. J'ai des économies dans ma chambre. Le sourire de Patricia s'est élargi. Nous en avons eu besoin pour les dossiers d'inscription à l'université de Tyler. Tu comprends? Il a un avenir si brillant devant lui. Ils avaient pris mon argent. 3000 $ pour lesquels j'avais travaillé, économisé, rêvé disparu. C'était mon argent. Je l'ai gagné. Tu l'as gagné tout en vivant sous notre toit, en mangeant notre nourriture, en utilisant notre électricité. La voix de mon père était froide. Considère cela comme un arriéré de loyer. J'avais envie de hurler. Je voulais lancer des objets, casser des choses, leur faire ressentir ne serait-ce qu'une fraction de la douleur qu'ils m'infligeaient. Mais j'avais appris il y a longtemps que montrer ses émotions dans cette maison ne faisait qu'empirer les choses. Alors je me suis levé. J'ai marché jusqu'à la porte d'entrée. J'ai ramassé les 3 sacs poubelles qui contenaient tout ce que je possédais au monde. Et je suis sorti. Bon anniversaire, Nathan, a crié Tyler derrière moi, en riant. La porte a claqué derrière moi. Je suis resté sur le perche pendant un long moment, tenant ces sacs poubelles, essayant de comprendre quoi faire. Je n'avais pas d'argent. Je n'avais pas de famille. Je n'avais nulle part où aller. Le soleil matinal se levait à peine, peignant le quartier d'une douce lumière dorée, et tous les autres dormaient probablement encore, rêvant de vie normale, de famille normale et de journée normale. Je ne m'étais jamais senti aussi seul de ma vie. Finalement, j'ai commencé à marcher. Je suis allé à l'école parce que c'était la seule routine qu'il me restait. J'ai caché les sacs poubelles dans mon casier, les tassant dans un espace qui n'avait jamais été conçu pour contenir toute la vie d'une personne. Je suis allé à mes cours, faisant semblant que tout était normal. J'ai pris des notes, répondu aux questions, agi comme si ce n'était qu'un mardi comme les autres. Quand les professeurs demandaient si j'allais bien, je disais que oui. Quand les amis demandaient ce qui n'allait pas, je disais rien. J'avais appris il y a longtemps que montrer sa faiblesse invitait à l'exploitation. J'avais appris qu'admettre ses difficultés signifiait donner aux gens des munitions à utiliser contre soi plus tard. Après l'école, j'ai récupéré mes sacs et j'ai marché jusqu'à ma voiture, une berline de 15 ans que j'avais achetée avec mon propre argent 2 ans plus tôt. Elle roulait à peine, avec une transmission qui grinçait, un moteur qui cognait et un chauffage qui ne fonctionnait que lorsqu'il en avait envie. Mais elle était à moi. La seule chose au monde qui m'appartenait vraiment. Je me suis assis sur le siège conducteur et j'ai pleuré pour la première fois depuis des années. De grands sanglots convulsifs qui semblaient venir de quelque part au plus profond de moi. Un endroit que j'avais gardé verrouillé depuis si longtemps que j'en avais oublié l'existence. J'ai pleuré pour ma mère qui était morte et m'avait laissé seul. J'ai pleuré pour mon père qui avait choisi une nouvelle famille au lieu de moi. J'ai pleuré pour le garçon que j'étais autrefois, qui avait cru qu'un jour les choses s'amélioreraient. Quand les larmes se sont enfin arrêtées, j'ai démarré la voiture et je me suis éloigné de tout ce que j'avais jamais connu.
Les 9 jours suivants ont été les pires de ma vie. Je dormais dans ma voiture, garée à des endroits différents chaque nuit pour éviter d'attirer l'attention, des parkings de supermarchés, des aires de repos, des rues résidentielles calmes où personne ne remarquerait un adolescent dormant dans une berline cabossée. J'ai vite appris qu'on ne pouvait pas rester trop longtemps au même endroit, que les policiers frappaient à la vitre pour vous dire de circuler, et que certains quartiers appelaient les flics dès qu'ils voyaient quelqu'un qui n'avait pas l'air d'être à sa place. Je me douchais au gymnase de l'école avant les cours, reconnaissant pour l'accès matinal offert aux sportifs, même si je ne faisais partie d'aucune équipe. J'arrivais à 6 heures du matin avant tout le monde et je restais sous l'eau chaude jusqu'à ce qu'elle devienne froide, essayant de me sentir à nouveau humain. Je mangeais tout ce que je pouvais trouver, ce qui n'était pas grand-chose. Le programme de repas gratuits à l'école aidait les jours de semaine, et j'en gardais la moitié pour le dîner. Le week-end, j'avais faim. J'ai appris où trouver le pain de la veille à prix réduit au supermarché. J'ai appris quel fast-food jetait le plus de nourriture à la fin de la soirée. J'ai appris que la faim n'était pas seulement une sensation, mais une compagne constante, un vide agaçant qui ne partait jamais tout à fait. J'ai postulé à des emplois des dizaines. Des fast-food, des magasins de détail, des entrepôts n'importe où qui pourraient embaucher un jeune de 18 ans sans expérience. Mais personne ne voulait embaucher un adolescent sans abri, sans adresse permanente, sans numéro de téléphone fiable et sans référence, à part des professeurs qui ignoraient que je vivais dans ma voiture. J'ai cherché des foyers, mais ils étaient complets. J'ai cherché des services sociaux, mais les listes d'attente étaient longues de plusieurs mois. J'ai cherché des programmes pour les jeunes sans-abri, mais la plupart exigeaient des documents que je n'avais pas, ou des formulaires devant être signés par des parents ou des tuteurs qui m'avaient rejeté. Les systèmes conçus pour rattraper les gens comme moi avaient trop de failles, et je suis passé à travers toutes. Au 9e jour, j'étais désespéré. Ma voiture était tombée en panne d'essence 2 jours plus tôt, me laissant bloqué sur un parking derrière un centre commercial. J'étais allé à l'école à pied depuis plus d'1 heure de trajet, mais j'étais trop faible maintenant pour faire le chemin. Je n'avais pas mangé depuis presque 48 heures. Le monde commençait à devenir flou, comme un rêve dont je ne pouvais pas tout à fait me réveiller. C'est là que je me suis retrouvé à fouiller dans la benne à ordures derrière un restaurant, cherchant n'importe quoi qui soit encore mangeable. Du pain seulement un peu rassis. Des légumes qui avaient été jetés parce qu'ils n'étaient pas assez beaux pour être vendus. N'importe quoi avec des calories. N'importe quoi qui me permettrait de tenir un jour de plus. C'est alors que Richard Hartwell m'a trouvé. Nathan Brox. Je me suis retourné brusquement, prêt à m'enfuir. J'avais appris rapidement qu'être sans-abri faisait de vous une cible. Les gens appelaient la police pour votre simple existence. D'autres sans-abri essayaient parfois de vous prendre le peu que vous aviez. On apprenait à se méfier de quiconque s'approchait. Mais cet homme n'avait pas l'air d'une menace. Il ressemblait à un avocat de cinéma, costume repassé, posture assurée et montre de luxe brillant au soleil de l'après-midi. C'est qui demande ? Mon nom est Richard Hartwell. Je vous cherche depuis 3 jours. Il a tendu une carte de visite. Je représente la succession de James Brox. Votre grand-père. Je n'ai pas de grand-père. Si. Ou plutôt, vous en aviez un. Il a fait un pas de plus, son expression s'adoucissant en constatant mon état. M. Brox est décédé il y a 3 semaines. Il vous a tout laissé, mais nous devons parler des conditions de l'héritage. C'est ainsi que je me suis retrouvé à l'arrière d'une berline noire, conduit vers un cabinet d'avocats dans un quartier de la ville où je n'étais jamais allé, apprenant que tout ce que je pensais savoir sur ma famille était un mensonge. Richard a d'abord commandé de la nourriture pour moi. De la vraie nourriture d'un vrai restaurant, livrée dans la salle de conférence où nous étions assis, entouré de documents juridiques et de photographies de famille que je n'avais jamais vues auparavant. Manger, a-t-il dit. Ensuite, nous parlerons. J'ai mangé. J'ai mangé comme si je n'avais jamais vu de nourriture, car c'était presque le cas. J'ai mangé jusqu'à ce que mon estomac me fasse mal, jusqu'à ce que les tremblements de mes mains s'arrêtent enfin, jusqu'à ce que je me sente presque humain à nouveau. Ensuite, Richard m'a dit la vérité. Votre grand-père, James Brox, était un homme d'affaires prospère. Il a bâti une entreprise de construction à partir de rien, l'a fait prospérer pendant 40 ans et l'a revendue avec un bénéfice substantiel à sa retraite. C'était aussi, selon tous ceux qui l'ont connu, un homme bon, gentil, généreux, dévoué à sa famille. Mon père ne l'a jamais mentionné. C'est parce que votre père a rompu les ponts avec lui il y a 20 ans, juste après le mariage de vos parents.
Richard a fait glisser une photographie sur la table, un homme âgé avec des yeux bienveillants et un sourire chaleureux, debout devant une maison modeste. James n'approuvait pas certains choix de votre père, plus précisément ses choix financiers. Votre père avait un problème de jeu dans la vingtaine. James a essayé d'aider, a essayé de lui faire suivre un traitement, mais votre père n'a pas supporté l'ingérence. Quand James a refusé de lui donner plus d'argent pour couvrir ses dettes, votre père l'a complètement écarté de sa vie. Mon père a un problème de jeu. Avait. Pour autant que nous le sachions, il a réglé cela il y a des années, mais le mal était fait dans leur relation. James n'a plus jamais revu son fils après cette dispute. Il n'a jamais rencontré votre mère. Il n'a jamais su que vous existiez jusqu'à il y a 6 mois. Comment a-t-il appris mon existence? Il a engagé un détective privé. Il était mourant, vous voyez. Un cancer, comme votre mère. Il voulait faire amende honorable avant la fin. Il voulait renouer avec son fils. À la place, il vous a trouvé. La voix de Richard s'est adoucie. Il a découvert que son petit-fils vivait dans cette maison depuis 18 ans, traité comme une moins que rien, et il a été dévasté. Il voulait venir vous chercher immédiatement, mais ses avocats le lui ont déconseillé. Pourquoi? Vous étiez encore mineur. Votre père en avait la garde légale. Toute tentative d'intervention aurait pu aggraver les choses. Alors, il a juste observé. Il a observé et il a planifié. Il a modifié son testament pour tout vous laisser, avec des dispositions spécifiques pour s'assurer que votre père ne puisse pas le contester. Il a mis en place une fiducie pour protéger les actifs jusqu'à ce que vous soyez prêt à les gérer vous-même. Il a fait tout son possible pour s'assurer que lorsque vous auriez 18 ans, vous auriez des options. J'ai regardé la photographie à nouveau. Cet homme, cet étranger, avait fait plus pour moi en 6 mois d'observation à distance que mon père en 18 ans de vie dans la même maison. Il voulait me rencontrer, a continué Richard. Il avait préparé une lettre, se présentant et expliquant tout. Il allait l'envoyer le jour de votre 18e anniversaire, vous inviter à lui rendre visite et commencer à construire une relation. Il a marqué une pause. Mais il est mort 2 semaines avant votre anniversaire. Le cancer a progressé plus vite que prévu. Donc je n'ai jamais pu le rencontrer. Non. J'en suis désolé. Je suis resté silencieux un long moment, pleurant un grand-père que je n'avais jamais connu, la relation que nous aurions pu avoir et la famille dont j'avais été privé par l'orgueil et l'amertume de mon père. Vous avez dit qu'il y avait une condition, ai-je finalement dit. Quelle est-elle? Richard a hoché la tête. James savait qu'hériter d'une grosse somme d'argent à 18 ans pouvait être écrasant. Il savait aussi que vous auriez besoin de conseils, de soutien de quelqu'un pour vous aider à traverser cette transition. Alors, il a inclus une condition dans son testament. Il a fait glisser un autre document sur la table. Pour recevoir l'intégralité de votre héritage, vous devez vivre pendant 1 an dans sa maison sous la supervision d'une tutrice qu'il a désignée. Pendant cette année, vous recevrez une allocation mensuelle et aurez accès à des opportunités éducatives, mais le plus gros de la succession restera dans la fiducie. À la fin de l'année, si la tutrice certifie que vous avez rempli les conditions, tout passe sous votre contrôle total. Quelles conditions? Que dois-je faire? Obtenir votre diplôme d'études secondaires. C'était sa priorité absolue. Il savait que votre éducation avait été perturbée et il voulait s'assurer que vous aviez les bases pour construire votre avenir. Richard a énuméré les exigences sur ses doigts. S'inscrire à une forme d'enseignement supérieur ou de formation professionnelle. Il ne doit pas forcément s'agir d'une université de 4 ans, un collège communautaire, une école de métier, n'importe quoi qui vous donne des compétences et des qualifications. Quoi d'autre? Démontrer des connaissances financières de base grâce à un cours qu'il a présélectionné. Il était très pointilleux là-dessus. Il avait vu trop de jeunes hériter d'argent et le gaspiller parce qu'ils ne comprenaient pas comment le gérer. Il voulait que vous ayez les connaissances nécessaires pour protéger ce qu'il vous donnait. Cela semble raisonnable. Il le pensait aussi. Et enfin, Richard a hésité, semblant choisir ses mots avec soin, restez loin de votre père et de sa famille pendant toute la durée de l'année. Restez loin d'eux. James craignait que votre père n'essaie de vous manipuler une fois qu'il aurait appris l'existence de l'héritage. Il avait vu cela se produire avec d'autres familles, des parents perdus de vue réapparaissant soudainement quand il y a de l'argent en jeu. Il voulait vous donner une année pour vous établir, pour renforcer votre confiance et votre indépendance avant que vous n'ayez à gérer cette dynamique. Richard s'est penché en avant, son expression sérieuse.
Votre grand-père savait de quoi votre père était capable. Il l'avait vécu lui-même. Il ne voulait pas que son cadeau devienne un outil permettant à votre père de vous exploiter. L'année de séparation a été conçue pour vous protéger, pour vous donner le temps de comprendre votre propre valeur avant que quiconque n'essaie de vous convaincre du contraire. J'ai failli rire. Rester loin des gens qui m'avaient jeté comme une ordure. C'était la condition la plus facile que je puisse imaginer. Ils avaient été très clairs, ils ne voulaient rien avoir à faire avec moi. Les éviter ne demanderait aucun effort. Qui est la tutrice? Elle s'appelle Eleanor Vance. Elle était la meilleure amie de James pendant les 30 dernières années de sa vie. Une enseignante à la retraite, aujourd'hui septuagénaire. Elle vit dans la maison dont vous allez hériter et a accepté de rester 1 an pour vous aider à vous installer. Et si je n'accepte pas les conditions? Alors la succession va à des œuvres de charité. Chaque centime. Vous ne recevez rien. Ce n'était pas vraiment un choix. J'étais sans abri, fauché et désespéré. Même si j'avais des réserves à l'idée de vivre avec une étrangère pendant 1 an, l'alternative était de retourner dormir dans ma voiture. Où est-ce que je signe? La maison n'était pas ce à quoi je m'attendais. Quand Richard a dit que j'héritais d'une maison, j'ai imaginé quelque chose de modeste, une petite maison de banlieue, peut-être, ou un simple appartement. Ce que j'ai eu, c'est un manoir victorien sur 3 hectares de terrain, avec une galerie couverte, un jardin et plus de pièces que je ne pouvais en compter. C'est ça, ai-je demandé, regardant par la fenêtre de la voiture alors que nous remontions la longue allée. C'est ça. Votre grand-père l'a acheté il y a 40 ans pour sa femme. Elle adorait l'architecture victorienne. Après son décès, il n'a pas pu se résoudre à la vendre. La porte d'entrée s'est ouverte à notre approche, et une femme est sortie sur le perche. Elle était petite, avec des cheveux argentés, des yeux brillants et un sourire chaleureux qui m'a rappelé douloureusement la grand-mère que je n'avais jamais eue. « Tu dois être Nathan », a-t-elle dit en descendant les marches pour me rejoindre. « Je suis Eleanor. Ton grand-père a parlé de toi constamment ces 6 derniers mois. J'ai l'impression de déjà te connaître. Il a parlé de moi. Tous les jours. Il me montrait les photos que le détective avait prises, me parlait de tes notes, de tes petits boulots et de tes efforts acharnés. Ses yeux brillaient. Il était si fier de toi, Nathan. Si fier du jeune homme que tu devenais, malgré tout. Je ne savais pas quoi dire. Personne n'avait jamais été fier de moi auparavant. Entrez, a dit Eleanor en me prenant le bras comme si nous étions de vieux amis. Je vais vous montrer votre chambre et ensuite nous allons vous offrir un vrai repas, un bain chaud et environ 12 heures de sommeil. Vous avez l'air d'avoir besoin des 3. Elle avait raison. J'avais besoin des 3. L'année qui a suivi a été l'année la plus étrange, la plus curative et la plus transformatrice de ma vie. Eleanor ne ressemblait en rien au tuteur que j'avais imaginé. Je m'attendais à quelqu'un de strict, de clinique, quelqu'un qui me traiterait comme un problème à gérer plutôt que comme une personne dont il faut s'occuper. Ce que j'ai trouvé, c'est une enseignante retraitée de 73 ans dotée d'un esprit vif, d'une patience infinie et d'un intérêt sincère pour qui j'étais et qui je voulais devenir. Elle n'était ni distante ni froide. Elle était chaleureuse, présente, infiniment gentille. Elle m'a traité comme un membre de sa famille dès le premier jour, insistant pour que je l'appelle Ellie au lieu de Madame Vance, s'assurant qu'il y avait toujours de la nourriture dans la cuisine et des draps propres sur mon lit, s'asseyant avec moi le soir pour parler de tout et de rien. Les premières semaines ont été étranges. Je ne savais pas comment me comporter dans une maison où quelqu'un se souciait réellement de moi. Je tressaillais quand Eleanor entrait dans une pièce, m'attendant à des critiques, des exigences ou au silence glacial avec lequel j'avais grandi. Je m'excusais constamment de prendre de la place, de manger de la nourriture, d'exister d'une manière qui pourrait déranger quelqu'un. Eleanor l'a remarqué. Bien sûr qu'elle l'a remarqué. Nathan, a-t-elle dit un soir après que je me sois excusé pour la 3e fois d'être assis dans le salon pendant qu'elle lisait. Vous habitez ici maintenant. C'est votre maison. Vous n'avez pas besoin de vous excuser d'être dans votre propre maison. Je sais. Je suis désolé. Je veux dire. Je me suis repris et j'ai ri maladroitement. De vieilles habitudes. Je comprends. Mais nous allons briser ces habitudes un jour à la fois. Elle a tapoté le siège à côté d'elle sur le canapé. Venez vous asseoir avec moi. Je veux vous parler de votre grand-père. Elle m'a raconté des histoires sur mon grand-père ce soir-là et bien d'autres soirs après, sur son enfance pauvre dans la Pennsylvanie rurale,
fils d'un ouvrier d'usine et d'une couturière, sur la façon dont il avait économisé assez d'argent pour créer sa propre entreprise de construction à 25 ans, bâtissant une maison à la fois jusqu'à avoir des équipes travaillant dans tout l'État, sur son mariage avec ma grand-mère, une femme nommée Hélène, décédée d'un accident vasculaire cérébral à 15 ans. Il ne s'est jamais remis de sa perte, a dit Eleanor. Tout comme il ne s'est jamais remis de la perte de votre père. Il a passé les dernières années de sa vie avec 2 trous dans le cœur, se demandant ce qu'il avait fait de mal, pourquoi les gens qu'il aimait l'avaient quitté. Mon père l'a quitté? Je pensais qu'il était mort. Non, mon cher. Votre père a complètement rompu les ponts. James a tout essayé pour renouer le contact, des lettres, des appels téléphoniques, il s'est même présenté chez lui une fois. Votre père a appelé la police et l'a fait expulser de la propriété. Pourquoi? Ai-je demandé. L'argent, principalement. Votre père avait un problème de jeu quand il était jeune. Il s'est endetté, sérieusement endetté, le genre de dette qui attire des gens dangereux. James l'a renfloué 1 fois, 2 fois, 3 fois. Mais il a refusé de le faire une 4e fois. Il a dit à votre père qu'il paierait pour un traitement, pour une thérapie, pour tout ce qui pourrait réellement aider, mais qu'il ne favoriserait plus l'addiction. Et mon père ne lui a jamais pardonné. Certaines personnes ne peuvent pas accepter une aide assortie de conditions. Certaines personnes préféreraient brûler tous les ponts plutôt que d'admettre qu'elles ont un problème. Elle a tendu la main et a serré la mienne. Votre grand-père a passé des années à se demander s'il avait fait ce qu'il fallait, s'il aurait dû continuer à donner de l'argent, maintenir la paix, préserver la relation à tout prix. Mais il pensait que favoriser la destruction n'était pas de l'amour. Que parfois, la chose la plus aimante que l'on puisse faire est de dire non. J'ai réfléchi à cela pendant longtemps, à mon grand-père fixant une limite et perdant son fils à cause de cela, à mon père choisissant son orgueil plutôt que sa famille, à tous les choix qui m'avaient conduit à être assis dans ce manoir avec une étrangère qui me semblait plus proche que n'importe qui d'autre. Il vous aurait adoré, m'a dit Eleanor un soir, alors que nous étions tous les 2 assis sur le porche à regarder les lucioles danser dans le jardin. C'était devenu notre rituel du soir, assis ensemble alors que le soleil se couchait, parlant de la vie, des rêves et de toutes les choses que je n'avais jamais eu l'occasion de partager avec qui que ce soit auparavant. Vous lui ressemblez tellement, a-t-elle poursuivi. Votre façon de travailler dure sans vous plaindre. Votre façon de traiter les gens avec gentillesse, même quand ils ne le méritent pas. Votre façon de continuer, même quand tout semble impossible. Je n'ai pas l'impression de continuer. J'ai l'impression de survivre à peine. C'est cela, continuer, mon cher. C'est exactement ce que c'est. Survivre quand tout est contre vous. C'est cela le courage, Nathan. C'est cela la force. J'ai terminé le lycée avec mention, lors d'une cérémonie où Eleanor était assise au premier rang et pleurait des larmes de joie. Elle avait insisté pour organiser une petite fête après juste nous 2 et quelques amis que je m'étais fait à l'école, avec un gâteau sur lequel était écrit « Félicitations, Nathan », avec un glaçage bleu et des bougies que j'ai enfin pu souffler. C'était la première fête d'anniversaire que l'on organisait pour moi. Je me suis inscrit à l'université communautaire cet automne-là, prévoyant de passer dans une université de 4 ans après avoir terminé mes cours de base. Eleanor m'a conduit au campus pour mon premier jour, me rappelant de déjeuner et de l'appeler si j'avais besoin de quoi que ce soit, me traitant comme un fils partant à l'école plutôt que comme une obligation légale qu'elle avait accepté de superviser. J'ai suivi le cours de littératie financière que mon grand-père avait spécifié, apprenant les investissements, la budgétisation, les intérêts composés et toutes les choses que personne ne m'avait jamais apprises. L'instructeur était un conseiller financier à la retraite qui avait connu mon grand-père personnellement. Il a pris du temps supplémentaire avec moi, expliquant les concepts jusqu'à ce que je les comprenne, partageant des histoires sur la philosophie d'entreprise de James et son approche de l'argent. Votre grand-père croyait que la richesse était un outil, pas un but, m'a-t-il dit. Il disait que l'argent devait servir à construire des choses, aider les gens, créer des opportunités. Que l'accumuler était un gaspillage du don que l'on vous avait fait. J'ai pris ces paroles à cœur. J'essaie toujours de vivre selon elles. Et je suis resté loin de mon père, ce qui a été plus facile que prévu. Il n'a pas essayé de me contacter. Aucun d'entre eux ne l'a fait. Je suppose qu'ils ont pensé que j'avais simplement disparu, que j'étais devenu une statistique de plus parmi les sans-abri, que je n'étais plus leur problème. Ils ne savaient pas pour l'héritage. Ils ne savaient pas que je vivais dans un manoir, guérissant des dommages qu'ils avaient causés, construisant une vie qu'ils n'auraient jamais pu imaginer pour moi. À la fin de l'année,
Eleanor a signé les papiers certifiant que j'avais rempli toutes les conditions. Vous avez tellement grandi, a-t-elle dit en me serrant fort dans ses bras. Votre grand-père serait si fier. Merci, ai-je dit, pour tout. Pour avoir été là, pour ne pas m'avoir abandonné. Oh, mon chéri. Elle s'est reculée, les yeux mouillés de larmes. C'est vous qui n'avez pas abandonné. C'est vous qui avez survécu à tout ce qu'ils vous ont lancé et qui en êtes ressorti plus fort. Je n'ai fait qu'offrir un endroit d'où atterrir. L'argent a été transféré sous mon contrôle le lendemain. 4,7 millions de dollars soudainement à moi de gérer. Je me souviens d'être assis dans le bureau de Richard, signant les derniers documents, regardant les chiffres apparaître sur l'écran de mon nouveau compte bancaire. Plus d'argent que je n'en avais jamais imaginé. Plus d'argent que la plupart des gens ne verraient dans toute leur vie. Mon premier réflexe a été de paniquer. Et si je perdais tout? Et si je faisais des erreurs? Et si je prouvais que mon père avait eu raison à mon sujet depuis le début, que j'étais inutile, incapable et destiné à l'échec? Mais je me suis souvenu de ce que l'instructeur en littératie financière m'avait appris, de ce que mon grand-père croyait, que l'argent était un outil, pas un but. Que le but de la richesse était de construire des choses, d'aider les gens, de créer des opportunités. Je ne suis pas devenu fou avec cet argent. Je n'ai pas acheté de voiture de luxe, ni pris de vacances extravagantes, ni fait aucune des choses que les gens imaginent faire quand ils deviennent soudainement riches. Au lieu de cela, j'en ai investi la majeure partie, suivant les principes que j'avais appris dans le cours, conservateur, diversifié, axé sur la croissance à long terme plutôt que sur les gains rapides. J'ai continué à vivre dans la maison de mon grand-père, qui me semblait être mon foyer maintenant. Les pièces qui m'avaient semblé accablantes au début étaient devenues familières, remplies de souvenirs de soirées avec Eleanor et de matinées calmes avec du café et des livres. Je ne pouvais pas imaginer vivre ailleurs. J'ai poursuivi mes études, transférant dans une université d'État pour étudier les affaires. Mon grand-père avait bâti sa fortune grâce au travail acharné et à des décisions intelligentes. Je voulais comprendre comment il avait fait pour poursuivre son héritage avec les mêmes principes qui l'avaient guidé. Et j'ai contacté mon père. Je sais que cela semble étrange après tout ce qu'il a fait, mais j'avais des questions. Des questions sur mon grand-père, sur ma mère, sur les raisons pour lesquelles il avait fait ses choix. J'avais besoin de comprendre. Nous nous sommes rencontrés dans un café, en terrain neutre. Mon père paraissait plus vieux que dans mes souvenirs, plus petit d'une certaine manière. L'homme qui avait semblé si imposant durant mon enfance paraissait maintenant diminuer. J'ai entendu parler de l'héritage, a-t-il dit, sans croiser mon regard. Je suppose que tu penses avoir gagné. Je ne pense pas qu'il s'agisse de gagner ou de perdre. Ton grand-père a toujours aimé me faire passer pour le mauvais. Il y avait de l'amertume dans sa voix, vieille et profonde, même par-delà la tombe. Il n'essayait pas de vous faire passer pour le mauvais. Il essayait de m'aider. En m'excluant? En donnant tout à un gamin qu'il n'avait même jamais rencontré? En donnant quelque chose au petit-fils que vous avez mis à la porte le jour de ses 18 ans. Le petit-fils à qui vous avez volé 3000 $. Le petit-fils que vous avez traité comme un moins que rien pendant 14 ans. Mon père m'a enfin regardé. J'ai fait ce que je pensais être le mieux. Vous avez fait ce qui était le plus facile. Il y a une différence. Nous sommes restés assis en silence pendant un long moment. J'ai réalisé que je n'étais plus en colère. Je m'attendais à l'être. J'avais préparé des discours dans ma tête sur toutes les façons dont il m'avait laissé tomber, mais en le regardant maintenant, tout ce que je ressentais était de la pitié. De la pitié pour un homme qui avait rejeté son père et son fils, qui avait choisi l'amertume plutôt que l'amour, qui passerait probablement le reste de sa vie à se demander ce qui aurait pu être différent. Je ne vais pas vous donner d'argent, ai-je dit doucement. Je sais que c'est probablement pour cela que vous avez accepté de me voir. Il a tressailli. J'avais deviné juste. Mais je veux que vous sachiez que je ne vous hais pas. Je ne vais pas passer ma vie à être en colère pour ce que vous avez fait. Vous avez fait vos choix et je fais les miens. Mon choix est d'aller de l'avant, de construire quelque chose de bien, d'être le genre de personne dont mon grand-père aurait été fier. Je me suis levé, laissant de l'argent sur la table pour le café. Au revoir, papa. J'espère que tu trouveras la paix. Je suis sorti de ce café et je n'ai jamais regardé en arrière. Cela fait 3 ans depuis cette rencontre. 3 ans depuis que je suis sorti de ce café et que j'ai laissé mon ancienne vie derrière moi. 3 ans de guérison, de croissance, à devenir la personne que j'ai toujours été censé être. J'ai obtenu mon diplôme universitaire au printemps dernier,
major de ma promotion en gestion d'entreprise. La cérémonie s'est déroulée dans un immense auditorium avec des milliers d'étudiants en toge et mortier assortis et des familles qui applaudissaient depuis les gradins. Eleanor était là, bien sûr, assise au premier rang avec une pancarte disant « Allez Nathan » en lettres pailletées. Ma tante était venue d'Oregon par avion, pleurant avant même que mon nom ne soit appelé. Quand j'ai traversé cette scène pour recevoir mon diplôme, j'ai pensé au garçon qui était assis dans une voiture 9 jours après son 18e anniversaire, pleurant parce qu'il n'avait personne et rien. J'ai pensé au gamin qui avait fouillé dans les bennes à ordures pour se nourrir, qui avait dormi sur des parkings, qui s'était demandé si quelqu'un remarquerait s'il disparaissait simplement. Ce garçon me semblait être une personne différente maintenant, une version de moi-même d'une autre vie, d'une autre chronologie, d'une autre réalité tout entière. J'ai repris l'ancienne entreprise de construction de mon grand-père après l'obtention de mon diplôme. La fiducie l'avait maintenue en mon absence, gardant les équipes au travail et les projets en mouvement, attendant que je sois prêt. L'entreprise était plus petite qu'à son apogée, mais elle était solide, bâtie sur une réputation de travail de qualité et d'équité que mon grand-père avait passé 40 ans à établir. Apprendre le métier à partir de la base a été une leçon d'humilité. J'ai commencé par suivre les chefs de chantier, observant comment les projets passaient de la conception à la réalisation. J'ai passé du temps au bureau, comprenant les finances, les contrats et les formalités administratives incessantes qui permettaient à tout de fonctionner. J'ai fait des erreurs, beaucoup. Mais les gens qui avaient travaillé pour mon grand-père ont été patients avec moi. Ils l'avaient aimé et ils voulaient voir son héritage se perpétuer. Votre grand-père serait fier, m'a dit l'un des plus anciens chefs de chantier après avoir terminé notre premier projet majeur sous ma direction. Vous avez son souci du détail et sa façon de traiter les gens. Cette entreprise est entre de bonnes mains. Ces mots signifiaient plus pour moi que n'importe quelle somme d'argent. Eleanor vit toujours dans la maison avec moi. Elle a eu 80 ans le mois dernier, plus lente qu'auparavant, ayant besoin d'une canne désormais pour se déplacer dans les plus grandes pièces. Mais son esprit est toujours vif, son humour toujours acéré, sa capacité d'aimer toujours infinie. Elle est la grand-mère que je n'ai jamais eue, la famille dont j'ai toujours eu besoin. Je ne peux pas imaginer ma vie sans elle. Nous nous asseyons toujours sur le porche chaque soir quand le temps le permet, regardant les lucioles sortir, parlant de la journée, de l'avenir et de toutes les choses qui comptent. Parfois, elle me raconte d'autres histoires sur mon grand-père. Parfois, je lui parle de mon travail, des projets que nous construisons, des vies que nous touchons. Parfois, nous restons simplement assis dans un silence confortable, deux personnes qui se sont trouvées au moment où elles en avaient le plus besoin. J'ai engagé un détective privé l'année dernière, le même cabinet que mon grand-père avait utilisé. Non pas pour retrouver mon père, mais pour retrouver la famille de ma mère. Il s'est avéré qu'elle avait une sœur, qui avait perdu le contact avec elle après son mariage avec mon père. Le détective l'a retrouvée dans une petite ville de l'Oregon où elle vivait avec son mari et ses 3 enfants, se demandant depuis 18 ans ce qu'il était advenu du fils de sa sœur. Ma tante s'appelle Catherine. Elle a 52 ans, les yeux de ma mère et le rire de ma mère, et un album photo rempli d'images que je n'avais jamais vu, des photos de ma mère enfant, adolescente, jeune femme amoureuse. Des photos qui prouvaient qu'elle avait existé, qu'elle avait été réelle, que mes souvenirs de chaleur et de gentillesse n'étaient pas seulement des rêves que j'avais inventés. Nous nous sommes rencontrés au dernier Noël chez elle, dans l'Oregon. Elle a pleuré en me voyant, disant que je ressemblais trait pour trait à ma mère. Elle a dit qu'elle avait essayé de me trouver après la mort de ma mère, mais que mon père avait refusé de la laisser me voir. Il avait coupé les ponts avec toute la famille de ma mère, tout comme il l'avait fait avec la sienne. Elle serait si fière de toi, m'a dit ma tante, tenant mes mains dans les siennes alors que les larmes coulaient sur nos 2 visages. Elle parlait souvent du genre de mère qu'elle voulait être, patiente, aimante, présente. Elle voulait que tu saches chaque jour que tu étais désiré et aimé. Elle me l'a dit, ai-je dit, la voix brisée. La dernière chose qu'elle m'a dite, que j'étais aimé, que j'étais désiré, que j'étais exactement qui j'étais censé être. Cela ressemble bien à Michel. Ma tante a souri à travers ses larmes. Elle savait toujours exactement ce que les gens avaient besoin d'entendre. J'ai passé une semaine avec la famille de ma tante ce Noël-là. J'ai rencontré son mari, qui m'a accueilli comme si j'avais toujours fait partie de la famille, et mes cousins, allant d'adolescents à jeunes adultes, tous curieux de découvrir leurs nouveaux parents. J'ai mangé des repas faits maison à une table bondée, ouvert des cadeaux près d'un arbre décoré, et vécu pour la première fois ce à quoi un Noël normal en famille est censé ressembler. C'était bouleversant, merveilleux et déchirant à la fois,
pleurant ce que j'avais manqué tout en célébrant ce que j'avais trouvé. Je ne sais pas ce que mon avenir me réserve. J'ai de l'argent maintenant, de la sécurité et des opportunités que je n'aurais jamais pu imaginer quand je dormais dans ma voiture en me demandant si je survivrais jusqu'à mon prochain anniversaire. Mais plus que cela, j'ai une famille pas celle dans laquelle je suis né, mais celle que j'ai bâtie. Eleanor, qui m'a sauvé quand je ne savais pas que j'avais besoin d'être sauvé, ma tante Catherine, qui rattrape 18 ans de temps perdu, les amis que je me suis fait en chemin, des gens qui connaissent mon histoire et même quand même, et le souvenir d'un grand-père qui m'a aimé de loin et m'a tout donné quand il a enfin pu m'atteindre. C'est ce que signifie vraiment la famille, je l'ai appris. Pas le sang, pas l'obligation, pas les gens qui sont censés vous aimer mais ne le font pas. La famille, ce sont les gens qui vous choisissent. Les gens qui vous voient lutter et vous tendent la main. Les gens qui croient en vous quand vous avez cessé de croire en vous-même. Mon grand-père n'a jamais pu me rencontrer, mais il m'a sauvé quand même. Chaque jour, j'essaie d'être digne de ce cadeau. J'essaie d'être gentil, d'être généreux, de voir les gens qui luttaient de les aider comme il m'a aidé. J'ai embauché un adolescent sans abri le mois dernier, un gamin qui me rappelait moi-même et je lui ai trouvé un appartement et une chance de faire ses preuves. Je fais des dons au refuge et au programme pour les jeunes sans abri, essayant de rattraper certains de ces jeunes qui passent entre les mailles du filet comme j'ai failli le faire. J'essaie d'être la personne que mon grand-père croyait que je pouvais être, même s'il ne me connaissait qu'à travers des photographies et des rapports. Je suis Nathan Brox. J'étais sans abri à 18 ans, fouillant dans les bennes à ordures pour me nourrir, me demandant si quelqu'un au monde se souciait de savoir si je vivais ou mourais. Aujourd'hui, j'ai 21 ans, je dirige une entreprise de construction, je vis dans un manoir, entouré de gens qui m'aiment. Le voyage de cette benne à ordures à ce bureau n'a pas été facile. Il y a eu des jours où j'ai douté de tout, où le traumatisme de mon enfance menaçait d'anéantir les progrès que j'avais faits. Il y a eu des nuits où je me suis réveillé en sueur, certain que tout cela n'était qu'un rêve, que je dormais encore dans ma voiture sur un parking, seul et oublié. Mais ces moments passaient. Ils passaient toujours. Et de l'autre côté, il y avait toujours Eleanor avec sa présence constante et sa foi infinie, toujours ma tante Catherine avec ses appels téléphoniques hebdomadaires et sa porte ouverte, toujours le souvenir d'un grand-père qui m'aimait sans m'avoir vu, qui a misé tout son héritage sur un garçon qu'il n'avait jamais rencontré. Et chaque soir avant de m'endormir, je regarde cette photo de mon grand-père et je dis « Merci. Merci de ne pas avoir abandonné. Merci d'avoir cru en moi. Merci pour la condition qui a sauvé ma vie. Merci d'avoir écouté mon histoire, moi qui ai grandi plus vite que je ne l'aurais jamais voulu. » J'ai laissé 2 autres histoires sur votre écran, toutes 2 provenant de jeunes hommes qui ont appris que devenir adulte n'arrive pas forcément à 18 ans. Cela arrive au moment où votre famille a besoin que vous soyez fort. Cliquez sur celle qui vous parle le plus. Et si vous voulez rejoindre notre communauté de personnes qui comprennent ce que c'est que d'être forcé de grandir du jour au lendemain, cette cloche de notification vous attend. D'ici demain, souvenez-vous, l'âge n'est qu'un chiffre, mais le courage définit qui vous êtes réellement.